Mon passager me conseille de passer puisque la voiture devant est passée. Je l'écoute et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Vous avez vu là, on a des travaux. Notre voie est encombrée, donc on va être obligé d'emprunter la voie d'en face. Donc pour éviter qu'on se retrouve face à face, ils ont installé temporairement un feu tricolore. Là, mon feu, pour l'instant, il est rouge. Donc si je suis au rouge, les autres en face sont au vert et donc vont arriver. Même si je vois qu'il y a déjà un véhicule qui l'a fait, même si mon passager me dit de passer, je ne l'écoute pas et je m'arrête. Ça, c'est réponse B. Bon, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, on va bientôt atteindre les 100 000 abonnés, certainement avant la fin de l'année. Vous me faites mon petit cadeau de Noël. Merci, tout ça, c'est grâce à vous. Et je suis très contente de pouvoir vous aider et d'avoir des super retours de tous ceux qui ont passé leur examen de code et qui l'ont réussi. Et surtout, restez motivés pour ceux qui ont quelques échecs. N'oubliez pas, le travail paye toujours. Allez, bon courage. On passe à la suite. Cette voiture a enclenché sa marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors on peut voir que cette voiture a bien enclenché sa marche arrière. On le voit parce qu'il y a les feux blancs qui sont allumés ici. Donc elle a bien l'intention de reculer. Pour l'instant, on l'a vu sur la vidéo, elle ne bougeait pas, mais elle a l'intention de reculer. Alors, est-ce qu'il est prioritaire? On voit qu'il sort de chez lui. Il y a les poteaux du portail. On peut apercevoir ici qu'il y a le trottoir et on a vu des véhicules qui circulaient tout à l'heure. Si on revient en arrière, on voit des véhicules qui circulaient sur la chaussée et lui n'est pas sur la chaussée. Donc, comme il sort de chez lui, qu'il n'est pas sur la chaussée, il n'est pas prioritaire. Donc, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. Donc, c'était réponse A et D. Le contrôle automatique de la pression des pneus m'informe d'une anomalie de pression. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'évite de contrôler l'état des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le contrôle automatique de pression, en effet, ça m'informe bien d'une anomalie. Alors une anomalie, ça veut dire que c'est pas normal, d'accord? Donc que la pression, elle est pas normale. Donc ça m'informe bien d'une anomalie de pression. Donc ça, c'était réponse A. Est-ce que ça m'évite de contrôler l'état des pneus? Eh bien non, parce que il faut quand même s'assurer que le système de détection fonctionne bien. En plus de ça, ça ne détecte pas non plus la pression de pneus de secours, donc là, il faut le contrôler régulièrement. Et puis l'état, c'est aussi vérifier si il n'y a pas de déchirure sur le pneu, ou une hernie, ou une usure anormale, vous savez, plus d'un côté qu'un autre à cause d'un défaut de parallélisme. Donc tout ça, ça ne m'informe pas du tout de toutes ces choses-là. Donc là, c'était réponse A et D. Ce cycliste est autorisé à franchir le feu si il continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si il tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et on nous dit, ce cycliste est autorisé à franchir le feu si il continue tout droit. Alors, on voit que cette signalisation
qui nous informe que c'est uniquement pour les cyclistes ça, hein. Donc les cyclistes, quand ils ont cette signalisation, ça veut dire qu'ils sont autorisés à franchir le feu rouge si ils vont dans la direction qui est indiquée sur le panneau. Là, on voit la flèche qui dit que ça concerne les cyclistes qui tournent à droite. Donc, ce cycliste est autorisé à franchir le feu s'il continue tout droit? Non. Là, dans ce cas-là, il doit respecter le feu rouge. Et s'il tourne à droite, oui, il peut y aller, à condition de laisser passer, par exemple, les piétons ou les autres usagers qui peuvent arriver dans l'intersection. Ils ne sont pas prioritaires, ils ont cédé le passage. Donc, ils peuvent franchir le feu rouge s'ils tournent à droite, mais en cédant le passage aux autres usagers qui pourraient circuler. Donc, c'était réponse B et C. Cette voiture est bien placée pour sortir immédiatement du giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette voiture, est-ce qu'elle est bien placée pour sortir immédiatement? C'est-à-dire que là, on vous a mis une flèche. En fait, non. Pour sortir, elle doit se décaler à l'intersection qui est juste avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a passé la sortie qui est juste avant, elle doit commencer à se décaler, se mettre à la place de la voiture blanche, se retrouver dans la voie de droite afin de pouvoir sortir, comme la voiture qui est noire. Là, elle est encore dans la voie de gauche, donc normalement, c'est pour continuer et puis sortir peut-être à la prochaine. Si elle veut sortir à la prochaine, elle doit commencer à se décaler à hauteur de la sortie, à peu près comme la voiture grise, pour se retrouver comme le poids lourd à l'extérieur pour pouvoir sortir à la suivante. Donc cette voiture, est-ce qu'elle est bien placée pour sortir immédiatement? Non, réponse B. Pour dépasser cet usager, je laisse une distance de sécurité latérale minimum de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C. N'importe quel usager, que ce soit un piéton, un cycliste, tout ce que vous voulez, on doit toujours laisser un espace au minimum de 1 mètre en latéral quand on est en agglomération. Donc là, comme on est en agglo, hein, on le voit bien autour de nous, il y a toutes les maisons, il y a plein d'indices qui nous disent qu'on est en agglomération. Donc là, c'est le minimum 1 mètre. Après, si je peux faire plus, je fais plus, hein. Mais là, on vous demande la sécurité latérale minimale. Donc le minimum, c'est obligatoirement 1 mètre. Donc réponse B. La meilleure chose à faire est de klaxonner, réponse A, de faire des appels de phare, réponse B, de freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, on remarque que la route est étroite et que ce camion-là, eh bien, regardez bien ici, là, qu'est-ce qui se passe? Mais il empiète sur ma voie. Donc il me reste pas beaucoup là, il me reste pas beaucoup en largeur, hein. Donc je vais pas avoir beaucoup de place pour passer. Alors si je klaxonne, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, lui il m'entendra pas, il est devant moi, il m'entendra pas. Si je fais un appel de phare, bah vous avez vu en fait, le problème c'est pas que il empiète sur ma voie volontairement, c'est qu'il est beaucoup plus large que sa voie. Vous avez vu la largeur du camion par rapport au marquage au sol et par rapport à la largeur de sa voie? Donc en fait on peut pas faire grand chose dans cette situation. Et puis même un appel de phare, la distance elle est tellement petite entre moi et lui que le temps qui se sert, ça sera trop dangereux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais freiner et serrer à droite. C'est la meilleure solution à faire. D'accord? Donc là, c'est réponse C. Cette voie est réservée au covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc cette signalisation-là, vous pouvez la voir aussi sous forme de panneau, hein, comme ça. Ça veut dire que n'est autorisé de circuler que les véhicules qui sont en covoiturage. Il faut être au moins 2 dans la voiture, ou alors ça peut être les taxis, les bus, ou les voitures à critère zéro. C'est les véhicules qui sont électriques ou hydrogène, mais pas hybrides, hein, attention. Hein. Donc les véhicules à critère zéro peuvent aussi utiliser cette voie-là. Donc c'était réponse A. Pour aller en face, j'allume le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, vous avez la route principale qui part vers la droite et donc en face, on va quitter la route principale pour pouvoir aller en face. Surtout, on coupe pas comme ça non plus en biais tout droit, hein, parce que vous avez l'axe médian ici, si on l'imagine. Donc on reste le long et à hauteur de l'intersection, on va tourner. Et donc forcément, comme on quitte l'axe principal, ici on va être obligé de mettre un clignotant à gauche. De toute manière, le clignotant est obligatoire à partir du moment où vous allez faire un écart ou un changement de direction. C'est systématique. Donc là, c'était réponse A. Certains liquides de lave-glace sont efficaces jusqu'à des températures de l'ordre de moins 20 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est vrai, lorsque vous achetez un liquide lave-glace, il faut bien regarder, il y a du liquide lave-glace pour été et du liquide lave-glace pour hiver. L'hiver, il a la spécificité de pouvoir supporter les températures extérieures vraiment très basses jusqu'à, en effet, moins 20 degrés. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça évite que ça devienne un glaçon à l'intérieur de votre réservoir, parce que vous savez que quand vous faites geler de l'eau, ça gonfle, hein, le volume est plus important. Et c'est comme ça que vous allez perforer, fendre carrément votre réservoir de liquide lave-glace. Et là, vous aurez une fuite de liquide, et puis vous n'aurez plus de liquide lave-glace. Et puis il faudra racheter un réservoir en plus de ça. Donc ça va vous coûter cher. Donc il est important, en fonction de vos régions, de bien acheter le bon liquide de lave-glace. Donc là, c'était réponse A, oui. Dans cette situation, je peux quitter mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on observe bien autour de nous, on peut voir dans le rétroviseur intérieur un motard qui arrive. Ce qui fait que je ne peux pas quitter mon stationnement maintenant. Donc là, c'est réponse B. Est-ce que je peux mettre mon clignotant? Non plus. Si je mets mon clignotant dans cette situation, le motard risque d'avoir peur parce qu'il va croire que je m'engage. Je ne mets un clignotant que si je peux m'engager. D'accord? Donc je vais attendre que toutes les bonnes conditions soient réunies pour mettre mon clignotant. Là, c'est pas le cas. Il y a encore un usager qui arrive dans mon rétroviseur. Donc c'était réponse D, B et D. Je peux pratiquer l'éco-conduite. Avec une voiture ancienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec une voiture à boîte de vitesse automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je commence à ressentir des picotements dans les yeux. Je m'arrête sur la
Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, alors on voit ici qu'il y a de la neige sur les côtés, d'accord, il ne neige plus, le temps est assez correct, la météo est assez correcte, mais on voit les abords, là, les côtés de la chaussée. La chaussée, elle est un peu plus rétrécie, et là, avec les températures basses, il y a un gros risque de verglas, donc de chaussée humide et glissante, d'accord? Donc, à cause de ça, je ne vais pas prendre de risque et je ne vais pas aller à la vitesse maximale autorisée. En plus, vous voyez, on arrive sur un virage, donc il vaut mieux que je commence à décélérer gentiment et éviter tout coup d'accélération brutale non plus et éviter aussi un coup de freinage brutal aussi. Donc c'était réponse B. Ce dispositif est autorisé si le conducteur garde les mains sur le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'écouteur n'occupe qu'une oreille. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, écouter une conversation par le biais d'une oreillette, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça perturbe la vigilance du conducteur. On est autorisé d'écouter que par le biais d'un haut-parleur du type ambiance, d'un système audio qui est obligatoirement intégré au véhicule. Là, c'est autorisé. Sinon, avec ce type de dispositif, donc une oreillette, c'est interdit. Donc là, réponse B et D. Le panneau me signale un virage dangereux. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. À 50 mètres, réponse C. À 150 mètres, réponse D. Alors, ici, c'est un panneau de danger puisqu'il est triangulaire. Donc, puisque c'est un panneau de danger, il y a une réglementation qui est particulière. Les panneaux de danger sont toujours mis à l'avance d'un danger, donc par exemple là, un virage. Donc, il est mis quand on est en agglomération 50 mètres à l'avance et quand on est hors agglomération 150 mètres à l'avance. Ici, on voit bien qu'on est hors agglomération, on est en race campagne, on traverse les bois, donc c'est 150 mètres à l'avance. Donc là, déjà, c'était réponse D. Ensuite, si on observe bien le symbole qu'on a dans le panneau de danger, on voit bien que c'est un virage qui va à droite, vers la droite. Donc, c'est la réponse A et D. Sur la prochaine aire de repos, je pourrais retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plein de carburant, réponse C, manger au restaurant, réponse D. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce panneau-là. Donc on sait qu'on est sur l'autoroute parce que c'est un aire de repos qui est en bleu, donc c'est l'autoroute. Il sera dans 300 mètres. On sait que dans 300 mètres, on va avoir de quoi faire le plein, on va pouvoir prendre un café, on va pouvoir retirer de l'argent et on va aussi retrouver des produits régionaux. On sait que la station essence, j'en retrouverai une si je la prends pas dans 300 mètres, j'en retrouverai une dans 27 km. Pareil pour le café. Pour un retrait de carte bancaire, je retrouverai ça dans un aire de repos qui sera dans 9 km. Et puis pour les produits régionaux, ça sera dans 27 km. Donc là, dans 300 mètres, je vais bien rencontrer ces 4 panneaux-là, je vais bien rencontrer ces 4 situations-là. Donc je vais pouvoir retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plat de carburant, réponse C. Manger au restaurant, non, on ne nous propose pas de restaurant, c'est juste des produits régionaux à vendre, mais ce n'est pas un restaurant. Donc réponse A, B et C.
À partir de ce panneau, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a pu voir que si on revient en arrière, on arrive sur, vous voyez, un ralentisseur, on passe le ralentisseur, et ensuite, on va arriver sur une fin de limitation de vitesse, d'accord, de 30 km/h. Donc, comme je ne suis plus obligé de rouler à 30 km/h, je peux me dire que là, la limitation après redevient 50 km/h, parce que vous avez vu, on est en agglomération. Mais on peut revenir à 50 km/h que si toutes les bonnes conditions sont réunies, c'est-à-dire si je suis prioritaire et si j'ai une bonne visibilité. Et là, c'est pas le cas. Vous avez vu, on arrive, si on avance un peu plus, on peut voir que ici, c'est une intersection, il n'y a pas de marquage, pas de panneau, donc c'est un système de priorité à droite, ce qui fait que je devrais ralentir pour laisser passer ceux de droite. En plus de ça, à cause de la haie qui est à droite, je n'ai aucune visibilité sur la droite, donc je ne peux pas anticiper. Donc je dois vraiment m'apprêter à m'arrêter s'il faut à l'intersection pour pouvoir laisser passer les usagers venant de droite. Donc du coup, est-ce que je peux accélérer? Ben non, surtout pas. Pas dans cette situation-là, d'accord? On n'a pas toutes les conditions réunies pour pouvoir aller à 50 km/h. Donc c'était réponse B. Le véhicule devant moi s'est arrêté. Je le dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il s'est arrêté, il y a peut-être une raison à ça. Et si on observe bien, vous voyez ici que ici il y a un passage piéton. Donc on peut peut-être supposer qu'il s'est arrêté parce qu'il y a un piéton qui a l'intention de traverser. Le problème du poids lourd là, c'est qu'il nous cache toute la visibilité. On ne peut pas anticiper ce qui se passe devant lui. Donc est-ce que je le dépasse? Non. À cause du passage piéton et du manque de visibilité, les conditions sont pas réunies pour le dépasser. Il y a un fort risque que moi, après, j'écrase le piéton qui va déboucher de derrière le poids lourd. Donc, c'est réponse B. Les cyclistes peuvent circuler en sens inverse uniquement, réponse A, dans ce sens uniquement, réponse B, dans les deux sens, réponse C. Alors, les cyclistes, en effet, peuvent aller dans ce sens-là sans aucun problème. Donc, ils peuvent aller dans ce sens-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une autorisation pour les cyclistes de circuler aussi dans ce sens-là. Donc, en fait, les cyclistes ont le droit dans les deux sens de circulation. Parce que ici, c'est un double sens cyclable. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'était réponse C. Ma consommation de carburant augmente si ma voiture est équipée d'un coffre de toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une galerie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut perturber l'écoulement de l'air autour de notre voiture, c'est susceptible de faire augmenter la consommation de carburant. Donc, que ce soit un coffre de toit ou une galerie, c'est-à-dire les barres de toit qui sont ici, ça peut, même la galerie vide, c'est-à-dire la galerie mais sans le coffre de toit, ça peut augmenter ma consommation de carburant. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, de 10% à 120 km/h. C'est quand même pas négligeable, surtout en ce moment, vu le prix du carburant. Donc, c'était réponse A et C. Je serre à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de répondre à la question, on va analyser la situation. Nous sommes sur un axe rapide. Les distances sont faibles, mais il y a une raison à cela, c'est que si on regarde le compteur, je roule à 30 km/h. Donc là, on est tous au ralenti. Mais c'est pas parce qu'on roule lentement qu'on ne doit pas observer autour de nous. Et là, qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur intérieur? Je vois une moto qui remonte la file entre les deux voies. Donc elle va arriver à mon niveau. Eh bien, c'est plus sage quand même, pour des raisons de sécurité, dans ces cas-là, de me serrer un petit peu à gauche pour laisser passer ce motard. Donc je serre à gauche, oui, réponse A. Je porte une attention particulière aux véhicules A, B, C. Alors, observons ces trois véhicules. Tout d'abord le A là. Il est assez loin, il est arrêté au feu rouge, vous constatez un feu rouge ici, donc il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, nous avons les deux véhicules là qui sont en stationnement. On pourrait se dire que c'est le véhicule C qui est le plus dangereux à nos yeux, parce qu'il est le plus proche de nous. Mais, qu'est-ce qu'on peut remarquer entre les deux véhicules? Eh bien, c'est que ici, vous avez des feux de recul sur ce véhicule-là. Donc la voiture, manifestement, il y a quelqu'un dedans qui va reculer. Il reste assez proche de notre véhicule, donc c'est un danger immédiat. Là, pour l'instant, il n'y a pas de feu de recul, ni de feu stop d'allumé, donc on peut supposer qu'il n'y a personne dans ce véhicule-là. Donc notre grande priorité, c'est le véhicule B. Donc réponse B. Ces enfants sont correctement attachés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, ils sont bien attachés dans leur siège. Les sièges sont bien adaptés à leur morphologie, en fonction du gabarit de l'enfant. Et ils sont bien placés à l'arrière comme il se doit. Donc c'est oui, réponse A. Pour aller à Strasbourg, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous voulons donc aller à Strasbourg. Alors quand on observe sur le panneau là, donc on voit bien que c'est un panneau d'autoroute, les deux vont à l'autoroute, donc c'est une bifurcation. Et donc Strasbourg, c'est bien sur la droite. Donc c'est pas une sortie puisque ça reste l'autoroute, c'est une bifurcation. Alors il faut pas confondre avec ce panneau-là, avec celui-ci. Vous voyez, là, ici, vous avez deux voies. Celle de droite part à droite et celle de gauche continue tout droit. Là, vous n'avez qu'une seule voie. Celle de droite va soit à droite, mais elle peut aussi continuer tout droit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir un peu plus tard avec ce genre de signalisation? C'est-à-dire que là, on va avoir une voie qui va se créer spécifiquement pour tourner plus tard à droite. Pour pouvoir continuer tout droit, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je change de voie, que je me décale dans la voie d'à côté pour pouvoir aller direction Paris. Là, là c'est pas Paris, c'est une autre photo, mais là c'est pareil. Pour pouvoir aller continuer sur cette direction-là, il faut que je me décale pour pouvoir continuer sur l'autoroute. Donc là, pour aller à Strasbourg, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas de franchissement de la ligne continue. Réponse A. D'alcoolémie positive. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C.
Alors, le franchissement d'une ligne continue, c'est sanctionné de 3 points sur son permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il lui en reste la moitié. Il lui en reste plus que 3. Donc, il doit alors, dans ce cas-là, effectuer un stage de sensibilisation de 2 jours. Ensuite, pour l'alcoolémie positive, donc, il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, ou 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il perd 6 points. Donc là, tout est enlevé. Et ensuite, il y a le délit de fuite. Ça a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Et là, c'est invalidé aussi. Et en plus de ça, il y aura une amende de 75 000 € maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponse B et C. Je peux stationner dans cet emplacement si je l'utilise moins de 15 minutes, oui, réponse A, non, réponse B. Plus de 15 minutes, oui, réponse C, non, réponse D. Ici, vous avez une signalisation qui vous dit que c'est interdit de stationner et que vous avez une limitation dans le temps de 15 minutes. Donc, c'est quand même autorisé, mais pour 15 minutes. Attention, là, vous avez un panonceau, et celui-ci, il est important à prendre en compte, qui vous dit que c'est pas pour après ce panneau-là, mais c'est pour avant. Si on imagine pousser le panneau et le faire tomber, la flèche, elle revient bien. Si ça tombe, hein, comme ça, paf, le panneau, il se retrouve comme ça. On fait tomber le panneau, et la flèche se retrouve bien dans ce sens-là. Donc c'est bien avant le panneau. Donc cette interdiction-là, on ne doit pas la prendre en compte. Donc là, je suis sur des zones de stationnement, tout ce qui est plus normal avec un marquage au sol. Donc là, je peux stationner plus de 15 minutes. Donc, est-ce que je peux stationner dans cet emplacement si je l'utilise moins de 15 minutes? Évidemment, moins de 15 minutes, c'est possible. Et plus de 15 minutes aussi, c'est possible. Donc réponse A et C. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, je suppose que ça va être un peu piège, même si je vous ai dit de réviser l'installation au poste de conduite. Je sais pas si vous avez bien vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la longueur des bras semble correcte, hein, quand même. Mais regardez la ceinture. Ici, là, dans cette zone-là, elle est vrillée au niveau du bassin. Et là, à ce niveau-là, c'est pareil. Là, vous voyez, la ceinture est vrillée. Et donc là, ça va pas assurer complètement la sécurité de cette conductrice-là. La ceinture doit en fait être bien posée à plat. Ici et là, ça doit être à plat. C'est prévu pour que ça se déforme un petit peu en fonction de la forme du corps, pour éviter par exemple d'abîmer les côtes flottantes. Et parce que si vous cassez vos côtes flottantes, vous pouvez vous perforer un organe à l'intérieur. Donc c'est pour éviter ces fameuses lésions supplémentaires. Donc là, c'est réponse B. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu diurne seulement. Réponse C. Donc les feux diurnes seulement, la nuit, ça c'est jamais. Il faut jamais faire ça. C'est les feux diurnes, ce sont les petits feux de jour que vous avez, je vous montre là, voilà. Les petits feux de jour que vous avez, ça vous permet d'être vu un petit peu mieux le jour. Donc surtout pas lasser. Ensuite, la question est de se poser, si vous avez du mal avec l'éclairage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Si vous avez du mal, allez dans les vidéos à thème et regardez un petit peu la vidéo que j'ai fait pour ça. Donc ici, les feux de route, le critère c'est de regarder s'il y a de l'éclairage ou pas.
qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça nous est complètement égal. Donc, je vais rentrer en agglo, mais peu importe, je vais regarder s'il y a de l'éclairage. Il n'y a pas de lampadaire d'allumé, il n'y a rien, c'est le noir total. Évidemment, il n'y a personne en face, donc du coup, je dois, et j'ai bien dit je dois, mettre mes feux de route, d'accord? Donc, c'était réponse A. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction, réponse A. La vigilance, réponse B. Le risque d'accident, réponse C. Alors évidemment, téléphoner en conduisant, ça fait faire plusieurs tâches. Ça fait conduire, observer, vous occuper de la mécanique de la voiture, anticiper ce qui va se passer autour de vous et maintenir une discussion. Et en plus de ça, vous allez avoir une main en moins sur votre volant. Donc téléphoner en conduisant, évidemment, ça augmente le temps de réaction. Vous serez beaucoup moins réactif, donc ça l'augmente. Est-ce que ça augmente la vigilance? La vigilance, c'est la concentration. Non, ça n'augmente pas la vigilance parce qu'elle sera en partie partagée avec votre téléphone. Donc la vigilance, elle sera pas meilleure en conduite. Est-ce que ça augmente le risque d'accident? Bon, je pense que maintenant vous le savez, ça augmente vraiment beaucoup. Il y a pas mal de sensibilisation qui est faite là-dessus. Donc là, c'est réponse A et C. Je dois posséder une boîte complète d'ampoules dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une idée reçue. Souvent, on croit que c'est obligatoire d'avoir une boîte d'ampoule de rechange dans notre véhicule. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé, mais il n'y a pas de texte de loi qui nous oblige à avoir une boîte d'ampoule dans notre véhicule. Donc là, c'est réponse B. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, il ne faut pas confondre le temps de réaction et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu la chose et le moment où vous allez commencer à agir. Un coup de volant, un coup de frein, de l'accélérateur, enfin peu importe. Donc là, en règle générale, on dit en moyenne que le temps de réaction, il est de 1 seconde. Et ça, que vous rouliez à petite allure ou à grande allure, le temps de réaction, il est grosso modo toujours de 1 seconde. Qu'est-ce qui va le modifier? Ça va être si vous êtes fatigué, si vous avez pris par exemple de l'alcool, des médicaments, des choses comme ça. Ça va le modifier, ça va le perturber. Par contre, la distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer. Plus vous roulez vite, si allez à 30 km/h, vous ne ferez que cette distance-là pendant 1 seconde. Et puis, je sais pas, moi, à 50 km/h, vous ferez plus de distance. Voilà, ça, la distance, elle va évoluer. Mais lui, le temps de réaction, il reste toujours le même, ça sera 1 seconde à peu près. Donc réponse B. Un motard me dépasse, puis tend la jambe droite. Cela signifie qu'il est mécontent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, s'il me tend la jambe droite, c'est pour pouvoir éviter de lâcher le guidon, d'accord? En plus de ça, c'est ici qu'il y a l'accélérateur, on tourne la poignée des gaz pour pouvoir accélérer. Alors, s'il nous dépasse et qu'il lâche l'accélérateur, il va se mettre en danger parce que on va se rapprocher l'un et l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il va tendre sa jambe droite. Mais c'est pas parce qu'il est mécontent du tout. Donc, c'était réponse B. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité. Sur la clavicule, réponse A. Sur le cou, réponse B.
Alors là, ça c'est clair et net, la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre. Pourquoi? Parce que sinon, on pourrait abîmer des organes si on la met mal. Donc, elle doit être absolument plaquée contre le bassin, bien à ras du bassin. Et ensuite, être au niveau de la clavicule et pas au niveau du cou, surtout pas. Donc là, c'était réponse A. Les 2 passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans. Réponse A. Une amende pour le passager de 17 ans. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Un retrait de permis. Réponse D. Déjà, on va répondre pour le passager de 19 ans. Donc, un passager de 19 ans, c'est un majeur. Il a plus de 18 ans. Donc, un majeur qui ne porte pas sa ceinture aura une amende. Elle lui sera adressée personnellement. Donc, c'est la personne qui est derrière qui a 19 ans. Elle est responsable elle-même de ce qu'elle fait. Elle devra payer l'amende elle-même. D'accord? C'est pas moi qui vais payer l'amende. Par contre, pour un mineur, donc moins de 18 ans, eh bien, c'est le conducteur qui sera responsable. Et donc, c'est le conducteur qui devra payer l'amende. D'accord? Donc, moi, je paierai l'amende que pour les mineurs. Les majeurs sont responsables de ce qu'ils font, donc je ne payerai pas l'amende pour eux. En ce qui concerne les retraits de points ou le retrait de permis, ça c'est pareil, vous devez l'apprendre par cœur, comme ça vous ne ferez plus embêter. Les retraits de points ou de permis ne concernent que les infractions qui sont commises par le conducteur lui-même. Ok? Donc, ça veut dire que là, mes passagers, s'ils font une erreur, je n'aurai pas, par exemple, de points en moins à cause d'eux, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Donc finalement, mes 2 passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture, moi si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans? Non, c'est celui de 19 ans qui paiera sa propre amende. Une amende pour le passager de 17 ans? Oui. Par contre, je n'assumerai ni les retraits de points, ni le retrait de permis. Donc c'était uniquement la réponse B. Nous sommes le 1er du mois. Je peux stationner du côté de ce panneau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vais passer rapidement parce que j'ai fait tout un cours en vidéo là-dessus. Si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, vous allez sur ma page YouTube et puis vous regardez toutes les vidéos que j'ai diffusées et vous verrez qu'il y a une vidéo sur les stationnements en alternance. Alors, quand on a les 2 dates de mise sur un panneau, c'est pas une histoire de côté de panneau, savoir où il est implanté. Par exemple là, si le panneau est là, c'est pas du côté du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Ça n'a rien à voir. Quand il y a les 2 dates de mise, ça va être une histoire. Quand il y a les 2 dates, c'est une histoire de numéro de maison. Donc là, on ne sait pas de quel côté l'interdiction va être. Il va falloir qu'on regarde les numéros de maison. Regardez ma vidéo, ça vous explique tout ça. Donc c'était réponse B. Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, je ferais mieux d'ouvrir la fenêtre. Réponse A. De rouler plus rapidement. Réponse B. De faire une pause. Réponse C. De monter le son de la radio. Réponse D. Quand l'organisme est fatigué, c'est que l'organisme il ne peut plus lutter. Alors la seule solution, c'est de faire une pause. Comme ça permet à l'organisme de récupérer. Parce que sinon, vous risquez d'entrer dans des phases de micro-sommeil, c'est-à-dire que vous endormez, vous en rendez même pas compte. D'ailleurs, c'est conseillé de faire une pause au moins toutes les 2 heures pendant 15 minutes. Ça, c'est pareil, vous devez le savoir absolument. Donc c'était réponse C. La présence de l'e-call est obligatoire sur les nouveaux modèles de voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les nouveaux modèles de moto. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Alors, l'e-call, c'est une décision européenne, hein. Ça a été rendu obligatoire pour les constructeurs qui construisent les nouveaux modèles de voitures. Et donc, ça a été mis en application à partir de 2018, en fait, hein, d'accord? Ça a été décidé en 2015 et ça a été mis en application en 2018. Et ça permet, justement, quand vous avez un accident, que vous soyez conscient ou non, hein, ça appelle automatiquement les secours. Ça permet justement une intervention beaucoup plus rapide au moment de l'accident et de sauver des vies. Pour l'instant, l'obligation, elle est uniquement sur les voitures et pas sur les motos. Donc, c'était réponse A et D. Cette victime respire, mais elle est inconsciente. J'utilise un défibrillateur automatisé externe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour savoir si on utilise le défibrillateur, voilà, je vous ai mis un petit document qui vous explique le protocole à respecter. Donc tout d'abord, il faut savoir que n'importe qui a le droit d'utiliser un défibrillateur maintenant, et on vous le reprochera pas si vous l'utilisez. Alors comment procéder? Tout d'abord, il faut confirmer l'arrêt cardiaque. Il faut vérifier si la personne est inconsciente et si elle ne respire pas. Et ensuite, vous appelez les secours, soit le 15, soit le 18, ou sur les portables et en Europe, le 112. Voilà. Donc vous appelez les secours pour préciser l'état de la victime et le lieu exact où elle se trouve. D'accord? Si elle est en arrêt cardiaque, dans ce cas-là, il faut pratiquer un massage cardiaque. Ensuite, si ça n'évolue pas, il faut mettre en route le défibrillateur et suivre les instructions. Pas de panique. Ça vous dit tout ce que vous devez faire en oral et en écrit. Ça vous donne les informations, vous n'avez plus qu'à suivre toutes les informations. D'accord? Et après, vous attendez les secours. Mais vous n'utilisez le défibrillateur que si elle est en arrêt cardiaque. Là, dans la question, cette victime respire, mais elle est inconsciente, mais elle respire. D'accord? Donc, elle n'est pas en arrêt cardiaque. Donc, je n'utilise pas le défibrillateur. Donc, réponse B. Je m'arrête pour laisser traverser les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, vous avez vu, il y a un panneau qui dit que nous sommes dans une zone de rencontre. Et ça, il faut absolument le savoir par cœur. Absolument. Ce panneau-là, vous ne devez pas douter là-dessus. Donc, ça veut dire qu'en fait, que les piétons, entre autres, deviennent prioritaires. Alors, justement, ces enfants-là sont dans la zone prioritaire. Réponse A.